Chapitre 8. Bataille au pied d'un réverbère. Oh oh! Impératrice, vraiment! C'est ce que nous allons voir! Résonna une voix. À la santé de l'impératrice du colonel Hatch! Retentit une seconde voix au milieu de l'ovation générale. La sorcière piqua un phare et s'inclina très légèrement. Mais l'ovation se transforma en un gigantesque éclat de rire, et elle comprit que tous se moquaient ouvertement d'elle. L'expression de son visage se métamorphosa. Elle passa son couteau dans la main gauche et fit un geste prodigieux, comme si de rien n'était. Avec une adresse et une aisance extrêmes, elle étendit son bras droit et arracha l'une des barres du réverbère. Certes, elle avait perdu une partie de ses pouvoirs magiques en arrivant dans notre monde, mais elle n'avait rien perdu de sa force. Elle était capable de rompre une barre de métal comme un simple bâton de sucre d'orge. Elle fit jongler sa nouvelle arme dans les airs, la rattrapa, la brandit et hurla à son cheval de détaler. « C'est l'occasion ou jamais !» pensa Diggory, qui se précipita entre le cheval et la clôture. Si seulement le cheval pouvait encore ne pas bouger quelques secondes, j'arriverais peut-être à saisir le talon de la sorcière. Tout à coup, il entendit un épouvantable claquement, suivi d'un bruit mat. La sorcière venait de flanquer un coup de barre contre le casque de l'officier, qui s'était écroulé comme une brindille. « Dépêche-toi, Diggory, il faut absolument arrêter le massacre !» résonna une voix non loin de lui. C'était Polly, qui venait d'avoir l'autorisation de sortir de son lit. « C'est vraiment sympa d'être venu, » répliqua Diggory. « Accroche-toi fort. À moi, et tâche de te débrouiller avec la bague. La jaune, n'oublie pas. Mais ne mets pas avant que je te le dise. » Un second coup retentit, et un nouvel officier s'effondra. Un grondement de colère s'éleva alors de la foule. « Faites-la descendre! Allez chercher des pavés! Appelez l'armée! » La plupart cherchaient surtout à s'éloigner le plus vite possible. Seul le cocher, le plus téméraire, mais aussi le plus gentil de tous les badauds, essayait de rester près de son cheval, en louvoyant pour éviter de se prendre un coup de barre. La foule continuait à huer et à lancer des invectives. Une pierre siffla au-dessus de la tête de Diggory. Puis, on entendit résonner la voix de la sorcière, aussi cristalline que le tintement d'une cloche. « Vaurien !» cria-t-elle, triomphante. « Vous paierez sa chair le jour où j'aurai conquis votre monde. Pas une seule pierre de votre cité ne demeurera. Je ferai avec elle ce que j'ai fait avec Charne, avec Félinda, avec Sorlois, avec Bramandin. » À l'instant même, Diggory réussit à lui prendre le talon. Aussitôt, la sorcière lui flanqua un coup de pied en plein dans la bouche. Sa lèvre se mit à saigner et il dut lâcher prise. Tout près de lui, il distingua la voix de l'oncle Andrew, comme une sorte de faible cri tremblotant. « Madame, ma chère et jeune dame, pour l'amour du ciel, ressaisissez-vous. » Diggory fit une seconde tentative, mais fut de nouveau violemment repoussé. Plusieurs personnes dans la foule furent abattues par la barre métallique. Il fit une troisième tentative, attrapa le talon et s'y accrocha comme un forcené en hurlant à Polly « Vas-y !» Et soudain, comme par miracle, hop! Les visages déchaînés et terrifiés disparurent. Les voix déchaînées et terrifiées s'éteignirent. Toutes, sauf celle de l'oncle Andrew. Tout près de Diggory, au cœur des ténèbres, on entendit un long gémissement. « Oh là, je suis en plein délire. Où est-ce la fin? Je n'en peux plus, c'est trop pour moi, ce n'est pas juste. J'ai jamais demandé à devenir magicien. Il y a un malentendu. C'est de la faute de ma marraine. Oh, vu l'état de ma santé en plus. Et tout ça chez nous, nous qui sommes une vieille famille du Dorsetshire. » Oh, mais quelle plaie, songeait Diggory. Il manquait plus que lui. « T'es toujours là, Polly? »« Oui, je suis là. Arrête de pousser. »« Mais je pousse pas, répondit-il. » Mais avant même qu'ils ne poursuivent, leurs têtes émergèrent sous la douce lumière verte au milieu du bois. Au moment où ils firent un pas hors de la mare, Polly dit « Oh, regarde! Nous avons même amené avec nous le vieux cheval. Et M. Kitterly. Et en plus le cocher du fiacre. Quelle jolie pêche! » À peine la sorcière reconnut-elle le bois qu'elle pâlit et se recroquevilla tellement que son visage vint frotter la crinière du cheval.
Elle était dans des affres épouvantables. L'oncle Andrew frissonnait. Seul Fraise, le cheval, secoua la tête et poussa un hennissement de bonne humeur et de bien-être. Pour la première fois depuis que Diggory le voyait, il commençait à se calmer. Ses oreilles rabattues retrouvèrent leur position normale, et la flamme qu'il avait dans le regard s'évanouit. « C'est bien, mon garçon, » disait le cocher en lui tapotant le cou. « Ça va mieux. Allez, calme-toi. » Le cheval fit alors la chose la plus naturelle du monde. Comme il était assoiffé, ce qui n'était guère étonnant, il se dirigea tranquillement vers la mare la plus proche et fit un pas à l'intérieur pour boire un petit coup. Diggory tenait toujours le talon de la sorcière, et Polly la main de Diggory. Une des mains du cocher était posée sur Fraise, et l'oncle Andrew, qui frissonnait encore, venait de prendre la seconde main du cocher. « Vite !» cria Polly en lançant un regard à Diggory. « Les vertes !» Trop tard. Le cheval ne put jamais boire, et toute l'équipée se vit soudain happée dans une profonde obscurité. Fraise hennissait, l'oncle Andrew gémissait. Diggory répétait « Oh, quelle veine !» Quand il sentit une secousse, et Polly demanda « Vous ne croyez pas que nous sommes arrivés? »« Si. D'ailleurs, il me semble que nous sommes quelque part, » répondit Diggory. « Enfin, moi au moins, je suis sur une surface solide. »« Moi aussi, » ajouta Polly. « Mais pourquoi est-ce qu'il fait si sombre? Vous croyez pas que nous avons sauté dans la mauvaise mare? »« Peut-être que nous sommes à Charnes, » fit Diggory, « mais en pleine nuit. »« Ce n'est pas Charnes, » interrompit la voix de la sorcière. « Ceci est un monde vide. Ceci est le rien. » De fait, cela ressemblait étrangement à rien. Il n'y avait pas la moindre étoile, il faisait si sombre qu'ils ne se voyaient pas entre eux, peu importe qu'ils aient les yeux ouverts ou fermés. Sous leurs pieds gisait quelque chose de plat et frais, qui aurait pu être de la terre, mais qui n'était ni de l'herbe ni du bois. L'air était froid et sec, sans le moindre souffle de vent. « Mon destin s'achève, » dit la sorcière, avec un calme glaçant. « Oh, je vous en prie, dites pas ça, » balbutia. « Je vous en prie, ne dites pas ça, » balbutia l'oncle Andrew. « Ma chère et jeune dame, je vous en prie, ne dites pas des choses pareilles. Ah, monsieur le cocher, mon bon monsieur, vous n'auriez pas par hasard une flasque sur vous, une goutte d'alcool, c'est tout ce dont j'aurais besoin. »« Si, tenez, » répondit le cocher de sa bonne voix, bien réconfortante. « Restez calme, faites-moi confiance. Personne n'a rien de cassé? Bon, c'est bien, c'est déjà ça. Faut nous estimer contents, vu l'ampleur de la tranchée, vu l'ampleur de la chute que nous venons de faire. C'est pas nous sommes tombés au fond d'une tranchée, par exemple une tranchée creusée pour construire une nouvelle station de métro. Dans ce cas-là, quelqu'un ne devrait pas tarder à venir à notre secours. Soit nous sommes morts, ce qui n'est pas totalement exclu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas que des choses pires arrivent en mer, et qu'il faut bien mourir un jour ou un autre. D'ailleurs, si vous avez mené une vie honnête, vous n'avez rien à craindre. Mais si vous voulez mon avis, le meilleur moyen de passer le temps serait de chanter un petit air. » Il entonna aussitôt les premières notes d'un chant de grâce de moissonneur qui évoquait les récoltes conservées en sécurité. Cela ne s'accordait pas particulièrement bien avec ce lieu, où rien ne semblait jamais avoir poussé, mais c'était le chant dont il se souvenait le mieux. Comme il avait une très belle voix, les enfants ne tardèrent pas à se joindre à lui. Formant une joyeuse petite chorale, l'oncle Andrew et la sorcière s'abstinrent. À la fin du chant, Diggory sentit quelque chose le tirer doucement par le coude, et aux odeurs de cognac, de cigares et de vêtements bien amidonnés, il reconnut l'oncle Andrew. Ce dernier était en train de l'attirer discrètement à l'écart. Ils soignèrent un peu, et le vieil homme colla ses lèvres si près de l'oreille de Diggory qu'il le chatouilla. « Allez, mon garçon, laisse ta bague, et filons, » lui murmura-t-il. Hélas, la sorcière avait l'oreille très fine. « Imbécile !» résonna sa voix alors qu'elle sautait de son cheval. « Vous avez oublié que je peux entendre les pensées des hommes? Lâchez ce garçon! Au moindre geste de trahison, je vous préviens que ma revanche dépassera tout ce que l'on n'a jamais vu dans tous les mondes depuis l'origine des temps. » En plus, ajouta Diggory, si vous croyez que je suis assez vache et assez lâche pour abandonner non seulement Polly, mais le cocher et le cheval dans un endroit pareil, alors là, vous vous trompez complètement. Oh, petit impertinent, se défendit l'oncle Andrew. Chut, fit le cocher. Et tous tendirent l'oreille. Au cœur des ténèbres,
il se passait enfin quelque chose. Une voix s'éleva. Une voix très lointaine, dont Diggory avait du mal à identifier la source. Tantôt, elle semblait monter de tous les côtés en même temps. Tantôt, il avait l'impression qu'elle jaillissait de la terre à leurs pieds. Les notes les plus basses étaient assez profondes pour être le chant de la terre. Il n'y avait pas de paroles. On distinguait à peine une mélodie. C'était, au-delà de toute comparaison possible, le son le plus pur qu'il eût jamais entendu. D'une telle beauté qu'il était à peine supportable. Même le cheval semblait y être sensible. Il poussa un long hennissement, comme s'il retrouvait le vieux champ dans lequel il s'ébrouait quand il était jeune poulain, et voyait une personne chère le traverser pour lui apporter un morceau de sucre. « Dieu du ciel !» s'écria le cocher. « Ce n'est pas sublime !» Deux phénomènes extraordinaires survinrent alors. Le premier fut le concert d'un nombre infini de voix qui s'éleva pour rejoindre la première. C'était un ensemble de voix beaucoup plus hautes, stridentes, argentines, qui pourtant formaient un chœur harmonieux. Le second phénomène fut l'illumination subite des ténèbres par une pléiade d'étoiles. Non pas des étoiles nées une par une, comme lors d'une douce soirée d'été, mais en un éclair, alors que tout n'était qu'obscurité, l'apparition d'une myriade de points lumineux, étoiles isolées, constellations, planètes, tous beaucoup plus brillants et plus grands que dans notre monde. Il n'y avait pas le moindre nuage. Les étoiles et les voix avaient surgi exactement au même moment, comme si c'étaient les étoiles qui chantaient sous la direction de la voix principale, la voix basse. « Gloire aux cieux !» s'exclama le cocher. Oh, « Si j'avais su que de telles choses existaient, j'aurais tâché de mener une vie meilleure. » La voix de la terre était toujours plus forte, plus puissante, tandis que les voix du ciel commençaient déjà à diminuer. Au loin, près de la ligne d'horizon, tandis que s'élevait une brise légère et fraîche, le ciel commença à s'éclaircir et à virer en un gris de plus en plus pâle. Des silhouettes de collines noires se dessinaient dans le ciel, et la voix poursuivait son chant. Peu après, il y eut assez de lumière pour qu'ils puissent se reconnaître. Le cocher et les deux enfants étaient bouche bée, les yeux brillants, les oreilles tendues vers la note, comme si elle leur évoquait une profonde réminiscence. L'oncle Andrew était lui aussi bouche bée, mais il était loin de l'extase. On aurait dit que son menton s'était détaché de son visage. Il avait les épaules affaissées et les genoux qui tremblaient. Il n'aimait pas la voix. S'il avait pu y échapper en se glissant dans un trou de rat, il l'aurait fait. Quant à la sorcière, elle seule comprenait le sens de cette musique qu'elle écoutait, les lèvres scellées l'une contre l'autre et les poings serrés. Car l'apparition du chant signalait un monde empli d'une magie différente et plus puissante que la sienne. Une magie qu'elle haïssait. Elle aurait anéanti tous les mondes possibles, ne fût-ce que pour mettre fin à cette mélodie. Le cheval, lui, avait les oreilles aux aguets. Il frissonnait et hennissait en frappant du pied régulièrement. Il n'avait plus rien d'un cheval de fiacre. Il avait retrouvé toute l'allure de quelqu'un dont le père avait participé aux plus grandes batailles. Le ciel, à l'est, passa du blanc au rose, puis du rose au doré. La voix se fit donc de plus en plus intense, jusqu'au moment où l'atmosphère tout entière se mit à frémir. Soudain, au moment même où la voix semblait croître pour atteindre sa note la plus puissante, la plus glorieuse, le soleil apparut. Jamais Diggory n'avait vu un tel soleil. Autant que celui qui dominait les ruines de Charmes semblait plus ancien que le nôtre, celui-ci semblait plus jeune, riant de bonheur, tandis qu'il montait dans le ciel et dardait ses rayons à travers les airs. Nos voyageurs découvrirent alors un pays entièrement neuf. C'était une immense vallée, arrosée par un large fleuve qui serpentait en s'écoulant vers l'est, du côté du soleil. Au sud s'élevaient des montagnes, au nord des collines plus modestes. La vallée était formée de terre, de roches et d'eau. Il n'y avait pas un arbre, pas un buisson, pas un brin d'herbe.
La terre offrait une gamme de couleurs variées, vives et chatoyantes, qui procuraient au spectateur un irrésistible sentiment d'excitation. Jusqu'au moment où celui-ci découvrait la source du chant et oubliait instantanément tout le reste. C'était un lion. Un lion immense, lumineux, avec une longue crinière qui faisait face au soleil. Il chantait la gueule grande ouverte à 300 mètres environ de la petite assemblée. « C'est un monde épouvantable, dit la sorcière. Il faut fuir immédiatement. Préparez la magie. »« Je suis entièrement de votre avis, madame, répondit l'oncle Andrew. C'est un endroit fort déplaisant, absolument pas civilisé. Si j'étais plus jeune, que je disposais d'un fusil. »« Comment ?» s'exclama le cocher. « Ne me dites pas que vous pourriez tirer sur lui. »« D'ailleurs qu'il pourrait, ajouta Polly. « Prépare la magie, vieux sot, intima la sorcière. « Certainement, madame, répondit l'oncle Andrew avec un air sournois, lui qui n'avait de cesse de se débarrasser de la sorcière. Il suffit que chacun des deux enfants me touche. Mais immédiatement ta bague de retour, dit Gory, je te prie. Ah, ce sont ces bagues, n'est-ce pas? S'écria Jadis. Elle allait plonger sa main dans la poche de Diggory quand celui-ci attrapa Polly et hurla. « Je vous préviens, faites attention! Le premier de vous deux qui s'approche d'1 centimètre et je disparais avec Polly. En vous abandonnant ici pour de bon. J'ai dans la poche une bague qui va pouvoir nous ramener à la maison. Regardez, ma main est prête. Alors tenez-vous à distance. Je suis désolé pour vous, ajouta-t-il en regardant le cocher. Et pour le cheval, mais je n'y puis rien. Quant à vous deux, il se tourna vers la sorcière et l'oncle Andrew. Vous êtes magiciens, vous devriez donc apprécier de vivre ensemble. Taisez-vous, dit le cocher. Je voudrais écouter la musique. En effet, le chant n'était plus le même.